Mesdames et messieurs, bonsoir. Il me fait plaisir de recevoir aujourd'hui M. Rémi Fluet, deuxième rencontre avec M. Fluet, qui est technicien en environnement à la MRC et agriculteur à César, mais qui a été chargé de projet du plan de développement de la zone agricole. On s'est rencontrés une première fois, M. Fluet, on en a parlé du plan de développement de la zone agricole. Vous voyez, c'est le document que j'ai ici. Puis on n'a pas eu le temps de finir ce qu'on avait à se dire dans les 30 minutes allouées. Donc, on va poursuivre notre conversation. On était rendu un petit peu à se parler là, du portrait général de l'agriculture dans la MRC des Appalaches. Ça ressemble à quoi? Je vais essayer de ne pas trop me répéter, là, premièrement, de ce qu'on a dit à la dernière émission. Le portrait général, là, comme je vais revenir un peu quand même sur ce que j'avais dit. La principale production, c'est le lait en termes de revenus et en termes de nombre d'entreprises, c'est la sériculture. Les quatre principales productions qu'on a sont lait, porc, bœuf et acériculture. En ordre pour les revenus, je crois que c'est lait, acériculture, porc et bœuf. La région, comme on pourrait dire, c'est surtout une région d'élevage et acéricole, là, en termes de disposition là, de ce qu'on a comme activité. C'est dû au fait que, en partie, il y avait l'industrie minière qui était très présente dans la région. Ça a peut-être moins poussé au développement d'autres activités, mais il y avait aussi le facteur des sols qui étaient moins propices à l'agriculture, comme je pense on avait mentionné. Par contre, il faut pas oublier là, que même si, comme on disait, il y a un fort pourcentage de la région qui est classé 7, Oui. comme... C'est pas des terres très, très propices aux grandes cultures, ça. Non. Il y a beaucoup d'améliorations à faire. On dit agriculture difficile, permettant plutôt l'établissement là, des arbres, de la forêt, finalement. Bon, bien, ça explique pourquoi on a tant d'acériculteurs, hein? Oui. Le sirop est bon dans notre région. Oui. Et puis, Par contre, un point important que j'aimerais mentionner là-dessus, c'est que bien qu'on ait 57 % de terres qui sont classées 7, on a au-delà de 3000 hectares classés 7 qui sont en culture dans la MRC. Donc, c'est pour mettre en évidence un peu le fait qu'il y a eu beaucoup de travail de fait par les agriculteurs. Il peut en avoir, ça n'exclut pas qu'on puisse améliorer ces terres-là là, qui sont de mauvaise classe. OK. Puis, on a aussi un 3 % de terre qui est classé 3, qui est très bon là, pour la culture. Puis, au niveau du Québec, on a environ 2 % de terres agricoles, là, toutes classes confondues. Donc, si on dit le 3 % qui est de très bonne qualité, bien, c'est quand même pas mauvais. Là. Alors, il y a, même pour l'ensemble du Québec, il n'y a pas plus que 2 % des terres du Québec qui sont vouées à l'agriculture. Oui. Le Québec est grand, là, on va Oui, dire. quand même, mais je veux dire, on est vraiment très, très majoritairement agricole dans la MRC à ce moment-là, là, étant donné l'ampleur du territoire agricole. Là. Mais j'imagine que malgré tout ça, là, les terres peut-être un peu moins favorables pour la culture, il y a quand même des bons côtés là, à la région, là, des opportunités à saisir. Là. J'imagine qu'il y en a quand même quelques-unes. Hein? Bien, au niveau des forces, là, si on peut amener les opportunités comme ça. On veut parler de diagnostic, là, oui, si je comprends bien. Oui, c'est sûr qu'on aimerait. Bien, je vous en ai parlé, je pense, une demi-heure avant qu'on enregistre. Là. Le diagnostic, ça m'intéresse. Dans les forces, là, au niveau... il y a au niveau de ce qui est en place dans la région, puis il y a
l'état de la région pour pratiquer l'agriculture, là. Comme je disais, ça a été appuyé beaucoup sur le portrait pour faire ressortir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Au niveau de ce qui est en place, là, je parlais du comité de développement agroalimentaire. Ça, c'est un plus pour la région parce que ça fait déjà plusieurs années qu'ils essaient de valoriser la profession, essayer de trouver d'autres cultures, pousser vers des nouvelles formations pour des cultures potentielles. Moi, j'avais remarqué là, dans les forces, dans le rapport que vous avez rédigé, là, dans notre fameux PDZA, les outils de mise en marché, les logos, le goût de chez nous, le marché public, les arrêts gourmands, etc., ça a été quand même bien implanté depuis un certain temps là, dans la région. C'est quelque chose ça, qui a été encore là, une fois chapeauté par le comité de développement agroalimentaire, qui était aussi un peu, peut-être, je pourrais dire, initié par la table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches, dont il ne reste plus grand-chose aujourd'hui, là, avec la disparition des craies. Non. Par contre, oui, c'est en place, le goût de chez nous. Je pense que vous allez en parler un peu plus en détail prochainement oui. Avec le volet touristique, là, agro-touristique de la région. Mais brièvement, là, ce qu'on retrouve là-dessus, c'est une liste, si on veut, de producteurs, transformateurs, distributeurs, moyens de mise en marché, qui ont un volet terroir un peu là, de la MRC. Puis bon, ben c'est sûr qu'on a plusieurs exploitations agricoles sur le territoire. On mentionne aussi des entreprises leaders. On pense à Biodélice, à Boulangerie Saint-Méthode, Pépinière ancestrale, les productions animales, etc. Il y a quand même beaucoup de force dans la région, mais il y a aussi des faiblesses. Il y a aussi des faiblesses. Et c'est là où j'avais fait plein de petits ronds, là. Manque de recrutement à la relève, manque de main-d'œuvre agricole. Est-ce que c'est plus criant ici que dans l'ensemble du Québec? Je pourrais difficilement répondre là, si c'est plus problématique ici qu'ailleurs. C'est sûr que la relève agricole, là, c'est un problème, je pense, assez généralisé au Québec. Là. J'entendais dernièrement qu'il y a environ 50 ans, un Québécois sur 4 travaillait dans l'agriculture ou possédait une ferme. Aujourd'hui, c'est 1 sur 200. Donc, ici, ben, on n'échappe pas à ça. C'est un peu la même tendance. Il y a de moins en moins de gens qui se tournent vers ça, surtout quand il n'y a pas la famille qui est déjà établie là-dedans, parce qu'il y a toute une problématique là, d'accessibilité à la terre, de peut-être une mode de vie. Les gens sont moins intéressés qu'ils l'ont déjà été par un travail là, qui peut représenter du 7 jours sur 7, bien des heures de travail. Et on a une population qui est vieillissante en plus au sein de la MRC. Bon, eh bien... Et puis, dans les activités un petit peu connexes, on n'a pas nécessairement d'activités qui sont liées à l'agriculture. Je pense peut-être à une foire agricole ou des choses comme ça. Il n'y a pas vraiment rien de ça, mais ça fait partie des choses qui pourraient être développées. Ça serait une opportunité là, de mettre en valeur des produits locaux, justement, en ayant lors d'activités qui se passent chez nous, avoir des produits locaux de chez nous, oui. Bien, ça pourrait justement les mettre en valeur, donner une bonne visibilité aux agriculteurs. Mais ça a été intéressant quand je lisais ça. Peu de cabanes à sucre commerciales, peu de maraîchers, peu de transformation. C'est des faiblesses qui sont intéressantes en ce sens qu'elles ouvrent la porte à un développement de l'agrotourisme qui serait très intéressant pour la région. Donc, ça va peut-être être plus de ce côté-là qu'on va parler des opportunités, là, en pensant à nos faiblesses. Oui, c'est ce qui a amené à ça, là. Au niveau de la transformation, il y a peu de transformation dans la région. Ça, c'est une belle opportunité parce que ça peut donner une valeur ajoutée aux produits.
En Chaudière-Appalaches, il y a seulement 3 MRC qui ont une production agricole plus importante que la MRC des Appalaches. On se classe quand même bien là, au niveau, même si on semble avoir une région très forestière, tout ça. La sériculture, c'est considéré comme de l'agriculture, donc ça nous aide peut-être à nous positionner en Chaudière-Appalaches. Par contre, au niveau de la transformation, du ratio transformateur pour le nombre de producteurs, on est au dernier rang de Chaudière-Appalaches. Oh. Donc, il y aurait place, justement, à avoir de la transformation là, à plus grande échelle, là, puis pour donner une valeur ajoutée. Ce serait les producteurs agricoles qui devraient, dans le fond, transformer leurs produits, les vendre comme produits transformés. Dans le fond, ça ajoute une plus-value, donc c'est un peu plus de sous dans les poches de nos agriculteurs. Okay? Oui. Et c'est vraiment une des faiblesses qu'on a ici. On peut le voir, comme je vous disais, comme une faiblesse ou une opportunité. Une opportunité d'améliorer les choses. Je vous explique un peu comment ça a été classé dans le diagnostic. Là, je réfère souvent au plan de développement de la zone agricole parce que les gens qui voudraient avoir un peu plus d'informations là-dessus pourraient le consulter. La manière ça a été classé, c'est que les forces et les faiblesses sont des aspects qu'on peut dire internes et les opportunités et menaces des aspects externes. C'est-à-dire que les forces-faiblesses sont des éléments sur lesquels on a un certain pouvoir qu'on pourrait corriger, changer, utiliser pour pallier à... Et les opportunités et menaces, c'est plutôt des constats qui sont faits au niveau tant du terrain que de l'aspect démographique, économique, sur lesquels on a peu ou pas de pouvoir. Donc, on peut essayer d'utiliser ou de se servir des faiblesses et des opportunités et des menaces, mais on n'a pas vraiment de contrôle là, sur ces éléments-là. Là. C'est comme ça qu'on les a classifiés. Bon, OK. Parce que, je veux dire, c'était très intéressant. Population saisonnière importante, tendance vers les produits santé biologique. Il y a vraiment des belles opportunités pour les produits du terroir dans notre région. Puis c'est malheureux parce que je suis convaincue que ces produits-là, quand ils seront développés et mis en marché, ça va être les meilleurs au monde. Hein? On parlait aussi qu'il n'y avait pas énormément de développement, d'activités qui étaient connexes à l'agriculture. Donc, effectivement, malgré le fait que le goût de chez nous ou quoi que ce soit présent sur le territoire, il n'y a pas des grands chemins comme on peut voir la route des vins en Estrie. Donc c'est une opportunité à saisir, ça aussi, j'imagine, du côté... Par contre, il y a, comme je pense l'avoir mentionné, la route des vergers ou quelque chose comme ça de Chaudière-Appalaches. Les 4 à 5 vergers qu'on a dans la MRC font partie de cette route-là. Également, 2 nouveaux chemins, le chemin Saint-Jacques et le chemin de Saint-Rémy, dont vous avez probablement entendu parler, là, qui sont plutôt pour les marcheurs, mais ça peut faire un circuit là, duquel on pourrait profiter pour mettre en valeur différentes productions et profiter du fait qu'il y a des gens qui pourraient fréquenter la région pour mettre en place des activités comme de l'agrotourisme, par exemple. Et dans nos menaces, dans le diagnostic, population, on l'a dit, population vieillissante. Ça aide pas la relève, ça, hein? Et un tourisme qui est plus limité. Là, j'aurais le goût de vous demander, savez-vous pourquoi il est plus limité, le tourisme? Mais je pense qu'il n'y a pas personne qui le sait. Donc, on a quand même des menaces ou des constats qui sont un peu... vous m'avez parlé tout à l'heure de l'augmentation des taxes, de l'évaluation des taxes foncières qui était peut-être un peu difficile à gérer pour les producteurs forestiers. Donc, il y a quand même des aspects là, à ne pas prendre à la légère là, au sein de la MRC. Là. Ça, c'est au niveau... c'est quelque chose qui est souvent dénoté par les associations de producteurs forestiers, qu'il y a une augmentation peut-être plus importante au niveau des taxes foncières, au niveau de la forêt. Est-ce que c'est pire ici qu'ailleurs?
on a fait un petit exercice de comparaison dans le portrait. Ça semblait pas être pire que dans un autre secteur, mais on ne peut pas nier que les augmentations sont présentes partout, là, dans tous les secteurs, là, tant au niveau résidentiel qu'agricole ou forestier. Je pense que ça a suivi la tendance générale. De par l'exercice qu'on a fait, on ne dénotait pas là, d'augmentation vraiment fulgurante là, au niveau forestier plutôt que dans les autres secteurs. Donc, ça nous amène à parler des enjeux du futur. Qu'est-ce qui va se passer? Puis là, vous me l'avez dit tantôt, vous n'avez pas appris ça par cœur. Là. Vous avez pris des notes. Là. Les enjeux, bien, en fait, c'est les points importants sur lesquels la MRC a décidé de prendre principalement en considération là, pour les points sur lesquels il y aurait à travailler pour améliorer l'agriculture dans la région. Ça a été tiré du diagnostic en essayant de prendre en considération là, les éléments les plus importants dans les 4 sections du diagnostic. Donc, comme premier enjeu, on a la coordination des activités de concertation et de développement du secteur agroalimentaire. Aussi, on a la diversification des activités du secteur pour développer le caractère distinctif de la MRC. La valorisation de la profession d'agriculteur, du secteur agroalimentaire et de l'apport économique. L'occupation dynamique du territoire par l'utilisation durable des ressources agroforestières. Puis, finalement, l'offre de formation permettant de combler les besoins du secteur agroalimentaire. Énuméré comme ça peut avoir l'air un peu n'importe quoi. Oui. Tout ça a amené vers une vision concertée que le comité de suivi s'est donné, une vision dans un horizon de 10 ans qui a été validée au forum de consultation. La vision, je vous en fais pas. Bien, c'est parce que oui, puis c'est intéressant parce que je vais regarder, parce que dans les enjeux, il sort clairement que coordonner, se parler, diversifier, valoriser, occuper le territoire, former. Tu sais, je veux dire, on va probablement retrouver ça, ces aspects-là, dans la vision du comité de travail. Là. Donc, allons-y avec l'énoncé de vision. OK, on va y aller avec ça. On va essayer de le résumer puis de le décortiquer après. C'est une agriculture progressive, moderne et renouvelée, dynamisant l'économie de la région et l'occupation du territoire, et qui mise sur la complémentarité, la concertation et la qualité de vie. Donc, oui, c'est quelque chose qui essaie d'englober la majorité des enjeux et des éléments du diagnostic. C'est sûr, c'est pas facile de tout intégrer quand on veut pas aller dans une vision trop longue non plus, mais je pense qu'elle est assez englobante pour que tout le monde un peu se retrouve dans cette vision-là. Puis là, par la suite, c'est sûr qu'on a une vision, on a une idée de ce qu'on veut faire. Alors, il faut mettre ça en place. Ça, c'est le grand défi. Hein? Oui. C'est toujours ça que je dis. Quand on finit d'écrire des papiers puis qu'il faut les appliquer sur le terrain, c'est là qu'est le plus grand défi. Alors, ça va se faire comment, tout ça? Tout ça a découlé à un plan d'action. Mm-hmm. Comme j'ai expliqué déjà, le plan d'action, lui, a un horizon de 5 ans. On s'est mis des échéanciers, des obligations de résultats pour un peu arriver à pas juste faire un plan, mais arriver à des résultats au final, des résultats vérifiables. Il y a le comité de développement agroalimentaire des Appalaches qui, lui, a été mandaté par la MRC et qui va être en charge d'assurer la mise en œuvre là, du plan d'action du PDZA. À quel type de résultats vous vous attendez là, en termes de résultats concrets? Là, quand on dit plan d'action, on agit, on s'attend à des résultats mesurables. Quelle sorte de résultats on espère? Bien, par exemple, si on parle
diversifier les activités du secteur agroalimentaire, bien, on voudrait voir apparaître des nouvelles productions, des nouvelles transformations ou de nouvelles activités. Ça peut être l'agro-tourisme aussi, là, dans la région. Si on parle d'occupation dynamique du territoire, on peut penser à... Il y a plusieurs friches. Là, ça, c'est aussi un problème qu'on n'a pas parlé dans les faiblesses ou les menaces, mais ça nous est souvent rapporté là, qu'il y a plusieurs friches présentes, friches agricoles dans la région, puis les gens déplorent un peu le fait que certains puissent laisser aller un peu, si on peut appeler ça comme ça, ces terres-là. Donc, pour pallier à ça, il y a un projet là, de banque de terre éventuellement agricole qui permettrait un certain maillage là, entre la relève qui a peut-être des difficultés à acheter une terre agricole, puis les propriétaires qui ne cultivent plus ou ne cultivent pas, peu importe la raison, mais il y aurait une possibilité de location là, d'une certaine partie ou de la totalité des lots. Bien, ça, c'est un élément mesurable si on dit le nombre de jumelages qu'on pourrait faire entre les locataires et les locataires. Et puis, bien, on a parlé quand même pas mal de diversification des activités du secteur agroalimentaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est offre de formation permettant de combler les besoins du secteur agroalimentaire. Qu'est-ce qu'on entend par là de la formation? Il me semble que quand on s'embarque en agriculture, il faut déjà savoir de quoi qu'on parle puis comment ça marche, mais qu'est-ce qu'on veut offrir de plus au secteur agroalimentaire en termes de formation? Bien, il y a déjà plusieurs formations qui existent là, au niveau de l'agriculture, que ce soit en production animale, production acéricole, ça existe à certains endroits, à différents niveaux aussi, là, que ce soit secondaire, collégial ou universitaire. C'est important d'avoir cette formation-là parce que ça aide les gens là, à avoir une meilleure connaissance des défis à relever là, pour se lancer en agriculture et aussi pour... il y a un certain financement qui est donné par la Financière agricole du Québec. Puis, les programmes de formation sont reconnus comme étant un critère d'admissibilité là, à ces programmes-là. Donc, ça a l'air tellement complexe. Ça a l'air tellement compliqué de faire de l'agriculture. Hein? On est loin de notre grand-père qui avait sa terre puis qui transmettait son savoir à son fils. On est loin de la transmission de génération en génération. Hein? Mais l'offre de formation aussi, bon, il y a cet aspect-là, c'est important. Chez nous, à l'heure actuelle, il y a quand même, de par le collectif de formation en agriculture, quelques formations ponctuelles qui sont données, mais qui sont pas des programmes là, sur une plus longue période. C'est des formations souvent d'une journée ou 2 jours. C'est souvent seulement une introduction. Donc, d'où c'est venu l'offre de formation? Bien, c'était justement pour essayer d'avoir quelque chose propre à la région, puis une formation complète qui pourrait amener à former des agriculteurs. Écoutez, ce comité-là là, qui est chargé là, de mettre en place là, cette vision-là, là, dans le fond, d'appliquer, de le rendre réel, là, de mettre en œuvre le plan d'action, c'est qui ça? De qui est composé ce comité-là? Donc, on parle du Comité de développement agroalimentaire des Appalaches. C'est qui ce gang-là? Là? Ce comité-là est une initiative plutôt de l'UPA. Au départ, c'était beaucoup des gens de l'UPA qui étaient impliqués là-dedans. L'UPA local. Avec le temps, il s'est rajouté des gens là-dedans. Là. On pense au MAPAC, la SADC, le secteur de l'éducation sont impliqués là-dedans. Mais comme je vous dis, au départ, c'était surtout l'UPA, mais avec le plan d'action qui a été retenu pour le PDZA, il y avait un élément, là, je ne rentrais pas dans le plan d'action, mais il y avait un élément qui disait que la MRC devait mandater un comité pour
assurer le suivi, la mise en œuvre du plan d'action. Puis, au niveau du comité de développement, on dénonçait un peu le fait que les élus, la MRC, étaient plus ou moins présentes sur le comité. Donc, en mandatant ce comité-là, il y a eu aussi toute une refonte du comité. Il y a eu des membres qui ont été ajoutés pour justement permettre d'avoir tous les secteurs importants pour contribuer. Ouais. Donc, je vais y aller d'une énumération. Alors, on va y aller vite parce qu'il nous reste 2 minutes. C'est le comité composé de membres, de 3 élus de la MRC, de l'UPA locale, de la SADC, du secteur de l'éducation, le centre de transformation qui va prendre place éventuellement va être là-dessus, le secteur de la mise en marché et des circuits courts, la forêt, secteur entrepreneurial, les CCTT, les centres de collégiaux de transfert technologique, comme par exemple Oléotech en est un, le MAPAC, le ministère des Affaires municipales, l'UPA Chaudière-Appalaches et notre conseillère de la Société de développement économique. Bien, écoutez, on peut retrouver plus d'informations sur le plan de développement de la zone agricole sur le site Internet de la MRC. On peut d'ailleurs télécharger la version complète du PDZA. Ça se lit très bien. C'est extrêmement intéressant. Et je vous remercie beaucoup, M. Fluet, d'avoir accepté mon invitation pour une 2e émission de l'agroalimentaire chez nous en Appalaches. On va poursuivre avec d'autres émissions, bien entendu. Mais encore une fois, merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça. Et là-dessus, mesdames et messieurs, on se dit à la prochaine.